Bonjour, je m'appelle Henry Keane, voici News Pulse sur UATV. Bienvenue dans notre émission quotidienne. Aujourd'hui dans cet épisode, la souris de Poutine, Viktor Orban, perd les élections malgré le soutien de Poutine, de ses services et de l'administration Trump. Les Hongrois célèbrent, quoi qu'il en soit, une victoire démocratique et pacifique contre la dictature. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé deux autres plateformes de forage russes en mer Caspienne. 350 frappes en profondeur en un seul mois. Comment les technologies ukrainiennes à longue portée renforcent sa position de négociation? Il ne s'agit pas seulement de Viktor Orban. C'est l'ère Viktor Orban qui a été balayée hier par le raz-de-marée électoral de Péter Magyar en Hongrie. Rien de moins. Les 16 ans de pouvoir de Viktor Orban sont terminés et son système, condamné comme une autocratie électorale, est en lambeaux, vaincu par un ancien membre du parti de 45 ans qui a convaincu une majorité de Hongrois d'y mettre fin. Enfin, nous l'avons fait, a déclaré Péter Magyar à la foule de partisans en liesse au bord du Danube, surplombant le magnifique Parlement de Budapest de l'autre côté. Ensemble, nous avons renversé le régime d'Orban. Les résultats préliminaires basés sur plus de 98% des voix placent son parti TISA en tête avec un score extraordinaire de 138 sièges contre 55 pour le Fidesz d'Orban et 6 pour l'extrême droite, notre patrie. Ce raz-de-marée permettra non seulement à Magyar de renverser les politiques intérieures de plus en plus impopulaires d'Orban, mais aussi de redéfinir les relations mondiales de la Hongrie. Le peuple hongrois a dit oui à l'Europe, il a dit oui à une Hongrie libre, il a dit oui pour les représenter, pour les aider, pour remettre le pays en ordre, car c'est un gouvernement hongrois, la responsabilité du gouvernement hongrois. J'appelle le Premier ministre sortant à agir dès aujourd'hui comme un gouvernement de transition et à ne prendre aucune décision qui lierait les mains du prochain gouvernement, le gouvernement TISA. La Hongrie sera à nouveau un allié solide au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Viktor Orban vient de m'appeler au téléphone pour nous féliciter de notre victoire, a déclaré Péter Magyar. Bien, je me demande si Donald Trump appellera, car lui et son administration croyaient sûrement sincèrement en leur pouvoir de persuasion presque surnaturel jusqu'à hier, quand la nation hongroise a clairement, massivement et irrévocablement voté pour la dératisation plutôt que d'être dirigée par une souris, et encore moins par une souris russe, car c'était une histoire de maître et de serviteur, comme l'a rapporté Bloomberg lors de l'appel du 17 octobre. Orban a dit à Poutine qu'il était, je cite, prêt à faire de grands efforts pour l'aider, y compris en facilitant un règlement de la guerre en Ukraine via le sommet de Budapest. Hier, notre amitié a atteint un tel niveau que je peux aider de n'importe quelle manière. Pour toute question où je peux être utile, je suis à votre service, a déclaré Orban au dictateur russe. Pour illustrer son propos, Orban a évoqué une fable pour enfants populaire en Hongrie, celle d'une souris qui libère un lion pris dans un filet après que le lion lui a épargné la vie. Et cette charmante remarque a fait rire Poutine. Ne vous méprenez pas, le rire est une bonne chose. Les chercheurs suggèrent même que rire régulièrement peut contribuer à une vie plus longue en réduisant le stress, en renforçant le système immunitaire et en améliorant la santé cardiaque. Je ne suis juste pas sûr que cela s'applique aux dictateurs et aux criminels de guerre inculpés comme Vladimir Poutine, mais nous sommes tous tout à fait certains que le cœur de l'Europe est sans aucun doute en bien meilleure forme après le récent traitement reçu. Le cœur de l'Europe bat plus fort en Hongrie ce soir. L'Europe a toujours choisi la Hongrie. Un pays retrouve sa voix européenne. L'Union se renforce. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne sur X. Il fut un temps, en effet, où Viktor Orban lui-même s'élevait contre l'occupation soviétique. Mais il est ensuite devenu un partenaire proche de Vladimir Poutine
et sa justification du pétrole et de l'essence russe bon marché a fait d'Orban un dirigeant très impopulaire au sein de l'Union européenne qui a tenté de s'affranchir de sa dépendance aux importations russes. Orban est également revenu sur un accord de l'Union européenne visant à accorder à l'Ukraine un prêt de défense de 19 milliards d'euros. Magyar, au contraire, a promis de se rendre à Bruxelles où il compte persuader la Commission européenne de débloquer jusqu'à 17 milliards de plus de fonds gelés en raison de l'incapacité à lutter contre la corruption et à maintenir l'indépendance de la justice. Peter Magyar a le vent en poupe après une campagne marathon qui a compté jusqu'à 7 discours par jour et a mobilisé des foules immenses dans tout le pays. Et le résultat est une victoire qui était attendue depuis longtemps par les Hongrois. Et le Premier ministre polonais Donald Tusk a été parmi les premiers des nombreux dirigeants européens à saluer la glorieuse victoire de Peter Magyar, ajoutant en hongrois un slogan « Ruskik haza », les Russes rentrez chez vous. Et ces Hongrois qui ont attendu si longtemps pour vous tenir au courant de ce que ressentent les Hongrois ces jours-ci, nous nous sommes rendus en Hongrie et leur avons posé la question. Ruskik haza, Ruskik haza, Ruskik haza, Ruskik haza, Ruskik haza, Ruskik haza. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui. Oui, nous l'espérons. Qu'attendez-vous du nouveau gouvernement? Et que prévoyez-vous pour Viktor Orban? On espère vraiment que ce cauchemar est enfin fini. Fini. Je suis super contente. On est très... Ouais, il y a de l'espoir partout car on veut changer ce régime. Faut-il vraiment enquêter en particulier sur les actions d'Orban? Oui, absolument. Oui, absolument. Mais aussi Péter Szijjártó, le numéro 2 d'Orban, ministre des Affaires russes de Hongrie, semble disparaître. Aucun poste sur les réseaux sociaux absent de tous les événements publics. Près de son ex-patron, il est maintenant littéralement introuvable. Et donc un appel à l'action sur UATV. À quel point pensez-vous que Péter Szijjártó soit déjà en Russie? N'hésitez pas à commenter et ne vous retenez pas. Amusez-vous, car honnêtement, Péter Szijjártó, cet agent russe disparu, personne ne le cherche vraiment. Les Russes ont violé le cessez-le-feu de Pâques près de 11 000 fois durant la trêve pascale. Au total, 107 affrontements ont eu lieu sur le champ de bataille le 12 avril lors de la Pâque orthodoxe. Confirmé par l'état-major ukrainien, c'est 2 fois moins que nous, mais quand même. Ce n'est pas un cessez-le-feu, évidemment. Au total, aucun missile, frappe aérienne ou drone kamikaze sur des civils n'a été signalé depuis l'annonce du cessez-le-feu. Avant le cessez-le-feu du 10 avril, les forces ukrainiennes ont frappé 2 plateformes de forage russes en mer Caspienne, ravitaillant l'occupant. Cela a été confirmé par l'état-major des forces armées d'Ukraine. Les cibles incluaient des plateformes fixes résistantes aux glaces. Ces installations sont au nord de la mer Caspienne, à près de 1000 km de la ligne de front. Les plateformes sont essentielles pour l'approvisionnement en carburant et en lubrifiant pour l'armée de l'agresseur. L'opération s'inscrit dans une stratégie visant à réduire le potentiel militaro-économique de la Russie. Et en Russie, des ouvriers chinois ont manifesté dans les rues pour protester contre des salaires impayés. Plus de 100 personnes sont descendues dans les rues de la ville russe de Komsomolsk-sur-l'Amour. Les manifestations ont été organisées par des ouvriers d'un chantier d'une grande raffinerie d'État russe, Rosneft. Les manifestants portèrent des pancartes en russe et en chinois appelant Vladimir Poutine et le PDG de Rosneft à l'aide. Ce n'est pas nouveau en fait. Les mêmes ouvriers chinois de cette raffinerie d'État russe avaient déjà manifesté en novembre 2021. Et pour la même raison, aucun salaire versé. Plus de 350 frappes ukrainiennes au cœur du territoire russe en un seul mois, ciblant entrepôts, pôles logistiques et infrastructures énergétiques. Le Kremlin subit des pertes massives malgré ses vagues tentatives de les dissimuler sous une rhétorique publique enflammée.
Voici comment les frappes ukrainiennes impactent réellement l'économie russe et comment le régime tente de réprimer le mécontentement public généralisé. Plus de détails dans le reportage suivant. Le Kremlin continue de mener une guerre d'usure, tant sur le champ de bataille qu'au sein même de la Russie. Les frappes quotidiennes des forces ukrainiennes sur les infrastructures russes sont un problème sérieux pour le Kremlin, a déclaré Kirilo Boudanov, chef du renseignement ukrainien. Bien que la Russie ne le reconnaisse pas publiquement, les autorités font face à des défis systémiques, de lourdes pertes, des frappes à l'arrière et une pression sociale croissante. Non, ils ne se plaignent pas. Ils ne le feront tout simplement pas, car cela reviendrait à admettre une faiblesse. Mais cela a un impact. Et dans leurs rapports internes, ils le soulignent constamment. C'est un problème, tout comme leur frappe contre nous. C'est aussi un problème. Kirilo Boudanov, chef du renseignement de la défense ukrainienne, lors d'un entretien avec Ukrinform. En minimisant ces problèmes, le Kremlin cherche à éviter de montrer sa faiblesse, car cela pourrait accroître la pression de l'Europe et des pays partenaires lors des négociations de paix. Parallèlement, alors que Vladimir Poutine tente de projeter une image d'opération militaire réussie, les unités de systèmes sans pilote ukrainiennes éliminent depuis 4 mois consécutifs plus de personnel russe que la Russie n'est capable d'en mobiliser. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, les unités de drones ukrainiennes effectuent plus de 11 000 missions de combat par jour. Syrsky a également souligné l'efficacité des capacités de frappe à moyenne portée de l'Ukraine, signalant près de 350 frappes à des distances allant jusqu'à 120 km. Les cibles incluent des entrepôts, des centres logistiques, des installations pétrolières et énergétiques, ainsi que des centres de commandement militaire russes. À l'issue de la réunion, j'ai défini les tâches pour le développement de nos systèmes sans pilote. Nous continuons de porter des coups dévastateurs à l'ennemi, tout en préservant la vie des militaires ukrainiens. Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, sur Telegram. Dans le même temps, Moscou tente de trouver une issue diplomatique à la guerre tout en sauvant la face. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que le Kremlin comprend qu'une occupation totale de l'Ukraine est impossible, en raison du manque de troupes bien entraînées et de pertes massives. Selon les estimations de Kiev, la Russie devrait sacrifier des centaines de milliers de soldats juste pour s'emparer du Donbass. Je crois que Poutine comprend qu'il ne peut pas occuper entièrement l'Ukraine. Il subit d'énormes pertes et n'a pas assez de personnel bien entraîné sur le champ de bataille. Il essaie de trouver une issue à la situation, qui ressemblerait à une victoire. C'est pourquoi il tente de nous évincer du Donbass par des moyens diplomatiques, via un dialogue avec les États-Unis. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Dans un entretien pour le podcast The Rest is Politics. Le podcast The Rest is Politics. Les experts notent que pour le Kremlin, cette guerre n'est plus un simple outil politique, mais une question de survie du régime. Dans une telle situation, tout compromis ou cessez-le-feu pourrait constituer une menace sérieuse pour le pouvoir de Vladimir Poutine. Poutine n'a plus de bonnes options, même si l'on dit qu'il y a toujours une issue. Dans son cas, il n'y en a pas, car Poutine et la guerre ne font plus qu'un. La guerre l'a consumé. Afin de stabiliser la situation, le Kremlin renforce le contrôle à l'intérieur du pays sur les médias, les réseaux sociaux et l'opinion publique. Les plateformes de messagerie mondiale populaire sont restreintes, tandis que des alternatives dites nationales sont promues. Selon Volodymyr Zelensky, certains indices suggèrent que le blocage des réseaux sociaux pourrait être une préparation à des décisions impopulaires, qu'il s'agisse de mettre fin à la guerre ou de l'intensifier. Dans un tel scénario, une mobilisation ouverte pourrait suivre, touchant non seulement les régions reculées, mais aussi les grandes villes, ce qui pourrait déclencher un mécontentement public important. Le Kremlin est pleinement conscient de la puissance des médias de masse traditionnels et des réseaux sociaux. C'est pourquoi il tente de mettre sous contrôle le secteur qui n'était pas encore totalement maîtrisé par le régime. Pourquoi ? Parce que tout ce qui n'est pas sous contrôle, à un moment où l'on serre les vis, où la situation socio-économique devient de plus en plus difficile et où il est de plus en plus dur de cacher ces informations, devient une menace. Pourquoi ? Parce que si cette information ne passe pas par les canaux officiels, elle se propage par des canaux alternatifs auxquels les citoyens peuvent encore accéder. Selon les analystes, la Russie n'a aucun intérêt à mettre fin à la guerre dans un avenir proche. Au contraire, elle risque de la prolonger malgré l'augmentation des pertes et des risques internes. Un reportage de Karina Lalayan pour UATV News. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Henry King. Merci infiniment de votre attention et d'avoir commencé cette semaine avec nous.
N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à notre chaîne. Quoi que demain nous réserve, UATV vous tiendra informé avec un regard ukrainien. Comme toujours, merci beaucoup et restez à l'écoute pour la suite. Au revoir.